bonjour à tous, bienvenue au comité technique de la Somme et de l'Oise, premier comité technique de l'année. Permettez-moi de vous présenter les vœux au nom de l'ITB de cette nouvelle année 2022, pleine de réussite et de bonne productivité betteravière. Pour la deuxième année, nous sommes amenés à faire nos comités techniques en visioconférence, contexte sanitaire oblige. Nous sommes déjà plus de 110 présents sur les 150 inscrits, donc montre que ces comités techniques ont tout leur intérêt. Ce matin seront abordés par différents intervenants, Johan, Gaylord, Cédric et moi-même, les faits marquants de l'année 2021, un point sur le PNRI. Nous parlerons également des reliquats azotés et de la qualité des reliquats à faire et les bonnes préconisations pour 2022. On parlera de désherbage des graminées et également de la protection fongicide. Avant de lancer les premiers exposés, vous rappelez le fait de comment fonctionne GoToMeeting. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Vous avez sur un onglet, généralement sur la droite de votre écran, un onglet questions, chat. Posez vos questions et je m'efforcerai de les poser, bien entendu, à tous les intervenants, voire à d'autres personnes disponibles également pour la discussion. Un nouveau service à l'ITB, c'est alerte SMS. Vous avez été informé de cette alerte SMS. Excusez-moi, ça tournait. Donc, vous pouvez vous inscrire. L'ITB s'est doté de ce nouveau système de SMS pour vous, un service totalement gratuit destiné aux planteurs, aux techniciens, aux conseillers, de manière à avoir toutes les infos locales de votre région, bien entendu, des SMS ciblés pour les événements que nous organisons, comme des tours de plaine, comme du désherbage mécanique, par exemple, démonstration de désherbage mécanique, les conseils de saison, c'est totalement gratuit. Allez sur le site de l'ITB. Dans la rubrique newsletter, vous êtes déjà inscrit au newsletter pour tous, si vous êtes là aujourd'hui, vous continuez à vous inscrire, ajoutez votre numéro de portable dans l'onglet SMS et vous recevrez les SMS de votre région ou d'autres régions. Et si vous n'êtes pas inscrit, bien sûr, allez sur le site SMS, sur le site ITB, pardon, abonnez-vous au newsletter et aux alertes SMS. Je vais maintenant donner la parole à Johan, qui va nous faire le fait marquant de la campagne 2021. À toi, Johan. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, tous nos voeux pour cette nouvelle année au nom de la délégation et une bonne campagne betteravière, comme Ghislain vous l'a dit. Donc, nous allons voir ensemble les faits marquants de la campagne et en tirer les conseils pour l'année à venir. Donc, tout d'abord, comme vous le savez tous, Philippe Delefosse a fait valoir ses droits à la retraite. Donc, nous avons réorganisé les délégations Somme et Oise pour n'en faire plus qu'une. Donc, vous avez ci-dessous les personnes de cette nouvelle délégation. Donc, un responsable, donc moi-même, un adjoint, Gaylord Denisot, et nous avons embauché 2 techniciens d'expérimentation pour compenser le départ de Philippe en retraite et le départ de l'adjoint de l'Oise. Donc, Stéphane Guillet qui nous a rejoint et Logan Herbé. Nous conservons quand même nos 2 bureaux à Étré-Saint-Denis pour l'Oise et Amiens dans la Somme, et du personnel est rattaché à chaque bureau. Donc, revenons maintenant ensemble sur les faits marquants. Donc, tout d'abord, les conditions du 15 avril du gel ont facilité les préparations de sol. Le ressuyage de fin avril, début mars a pu engendrer des semis, surtout sur le Valois, dès la première semaine de mars, dès le 2 mars. Donc, cette première vague de semis qui a duré du 2 au 8 mars pour reprendre plus tard, après les pluies, le 20 mars pour une date moyenne au 29 mars pour notre délégation. Donc, est-ce que semis précoce est gage de productivité? Donc, ci-dessous, vous avez un graphique qui vous présente la courbe de productivité en pourcent de la productivité au 20 mars, puisque dans l'ensemble de nos synthèses d'essais présentées ci-dessous, l'optimum était au 20 mars. Donc, ce que l'on voit, c'est que finalement, si on sème début mars en gain de productivité, en moyenne, sur tous nos essais, nous n'avons qu'un gain de productivité de 1%. Même si certains contextes, on voit sur les points, on peut avoir un peu plus de gain de rendement, mais la moyenne n'annonce que 1% de rendement. Donc voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de rendement à gagner, puisque c'est très dépendant des conditions météo après le semis, et bien souvent, après une belle période de ressuyage et de chaleur qui peut avoir lieu fin février, début mars, on a plutôt du temps froid et humide qui est peu propice à d'élever rapide, et finalement, le gain de végétation n'est pas là par rapport à une date de semis classique. Et en plus, le semis précoce
engendre bien évidemment, dans la majorité des cas, au moins un désherbage de plus. Donc, pas de gain de productivité, mais des coûts en plus. Et de plus, la date de semis, en fonction de celle-ci, le risque montée à graines est plus important. Là, je vous ai remis une synthèse des observations montées à graines de l'Observatoire du Nord-Pas-de-Calais. Donc ici, c'est présenté un nombre de montées à graines à l'hectare. Donc ce que l'on voit, c'est que finalement, quand on sème avant le 15 mars, ici, nous avons, dans la majorité des cas, plus de 100 montées à graines à l'hectare. Et certaines années, on peut aller jusqu'à plus de 1000. Et on voit bien qu'après le 15 mars, on est toujours en dessous de 100 montées à l'hectare. Donc, ça rappelle notre conseil, ne pas anticiper les semis, la date pivot et la date du 15 mars. Si on sème un petit peu avant, bien faire attention en regardant dans le BF graines, le BF 1137, la catégorie vernalisation. Et bien sûr, dès qu'on sème un peu avant cette date-là, bien choisir les variétés qui sont les moins vernalisantes. Et attention, lorsque l'on utilise des variétés rhizoctone brun, elles sont encore plus sensibles à la montée à graines. Donc, le semis avant le 15 mars sont fortement déconseillés. Donc, pour des sols comme de type argileux, on sait très bien que c'est très difficile à préparer si on loupe le bon créneau. Il est possible de faire des préparations d'automne pour se limiter au niveau date de semis, pour pouvoir mieux respecter cette date du 15 mars. Donc ensuite, on a connu durant l'année une belle levée, qu'on devait avoir une belle levée au vu des conditions d'implantation, préparation de sol facilité, tout était réuni pour avoir des levées de qualité. Et finalement, début avril, entre le 4 et le 7 mars, nous avons connu des gelées pouvant aller jusqu'à -7 degrés. C'est notamment le cas sur le secteur de Beauvais au nord-ouest d'Amiens. Et cette période de gel était suivie d'une deuxième période de gel qui est descendue jusqu'à -5, courant 8 jours après, et qui a touché plutôt la Somme et l'Aisne la zone d'Airaines, excusez-moi, sur cette deuxième vague. Alors, il s'est posé la question des ressemis suite à ces pertes de pieds. Vous avez des images sur la gauche qui illustrent les symptômes du au gel. Donc là, on voit des cotylédons brûlés et des plantes juste en dessous, complètement nécrosées, où les cellules ont été gorgées d'eau, sont mortes. Donc, quand faut-il ressemer? Donc, on a ici, vous avez un graphique qui reprend la productivité en fonction de la population. Donc, l'optimum est bien à 100 000. Et donc, ce que l'on voit, c'est que quand on doit ressemer, on a une perte de productivité due au décalage de la date de semis, à la perte de rendement due au décalage de végétation. On a globalement, suite à un ressemis, on perd à peu près 20% de productivité. Et bien là, ce qu'on voit, c'est que quand on est à 40 000 pieds, qui est notre seuil de ressemis, nous avons plus ou moins 20% de perte de productivité. Donc, au-dessus de 40 000 pieds, il n'est pas nécessaire de ressemer puisque la perte de productivité due au ressemis est identique et de plus, vous avez le coût de ressemis qui est engendré par celui-ci. Donc, pas d'intérêt de ressemis si on est au-dessus de 40 000 pieds. Mais il est très important, justement, de bien contrôler cette population en faisant des comptages, des placettes de minimum 4 rangs sur 10 mètres, 4 à 5 fois dans la parcelle, en choisissant ces placettes de façon représentative de la parcelle. Ne pas prendre les zones les plus impactées par les pertes de population qui engendraient un mauvais diagnostic. Il serait biaisé par le fait qu'on ait choisi les situations les pires. Et de ces placettes, faire des contrôles régulièrement pour voir si la population est stable ou en régression. Et une fois qu'on a vu qu'elle était stable, si elle est au-dessus de 40 000 pieds, ne pas ressemer. Ensuite, on a eu plutôt un printemps humide, favorable à la minéralisation. Je vous présente ça, et qui a pu jouer justement un peu sur nos richesses hétérogènes en début de saison et quasiment sur toute la campagne, sur certains secteurs de l'Oise. Donc plutôt des richesses basses. Cela s'explique par une très bonne minéralisation due aux conditions humides. Donc, on avait beaucoup de feuilles, des belles racines, donc dilution de la richesse dans ce poids racinaire. Et ce que l'on voit, c'est qu'en orange, vous avez le cumul de minéralisation moyen des 10 dernières années, et plutôt en couleur saumon, nous avons le cumul de la minéralisation en 2021. Donc on voit qu'on a bien une plus grande minéralisation, donc qui a favorisé cette masse foliaire
et cette dilution de la richesse dans la racine. Donc, c'est pour cela que nous allons voir dans l'exposé de Paul comment bien gérer sa fertilisation azotée pour éviter les surfertilisations. C'est un des points, cette bonne minéralisation a pu jouer sur ces richesses par dilution, par plus de feuilles. Ensuite, pourquoi nous avons des richesses hétérogènes? On peut l'expliquer peut-être par des nuits néfastes, des pluies néfastes. Donc, si vous avez un graphique qui vous présente la pluviométrie en août et en septembre, en orange pour l'Oise, en bleu pour la Somme, donc on a un peu deux typologies de pluviométrie. Donc ici, elle est résumée en décades. Donc ce que l'on voit, c'est que finalement, sur l'Oise, le mois d'août, malgré cette année humide, était était plus sec. On voit qu'on a un arrêt des pluies dès la première semaine d'août, avec très peu de pluie efficiente. On avait sur les relevés météo beaucoup de pluie de 2 à 3 mm, donc pas efficiente, moins de 5 mm. Ce qui n'est pas tout à fait le cas sur la Somme, où on voit que début août, on a encore énormément de pluie, même si durant août, ça s'estompe, elles sont quand même plus présentes. Par contre, ce qu'on voit dans l'Oise, c'est que finalement, on a eu un peu plus de temps sec au mois d'août. Vous avez pu le voir, on voyait bien qu'on avait une belle masse foliaire, mais durant le mois d'août, on l'a un peu perdu. Et contrairement à la Somme, là, l'Oise a été victime de pluies très précoces au mois de septembre, des grosses quantités de pluie qui ont remis en route la machine feuille, et on a eu un reverdissement des parcelles, reprise en feuille, qui a reconsommé de la richesse. Ce qui est moins le cas sur la Somme, comme vous voyez, où les pluies sont arrivées plus tard et moins conséquentes. Et c'est un peu ce qu'on voit, c'est que les richesses sur l'Oise sont plus faibles que sur la Somme. Donc, comment expliquer cette richesse, justement? Est-ce que c'est vraiment ces pluies? Donc là, je vous remets un graphique qui présente un essai qui a été mené en 2011, où on a une modalité ici en courbe rouge, une modalité Heribet, donc on n'a pas de stress hydrique, on maîtrise l'irrigation, et en bleu, la modalité qu'on appelle témoin, qui est la modalité qui est soumise au stress hydrique. Donc ce qu'on voit, c'est que suite au stress hydrique de fin juin, début juillet, on a une grande augmentation de la richesse. Quand on compare les deux courbes, la modalité en sec a plus 4 points de richesse. Mais ce qu'on voit, c'est que tout de suite, dès qu'on a l'arrivée des pluies, on a un retour des pluies au 15 juillet, avec une première pluie de 11 mm, un cumulé de 56, la richesse descend très fortement pour arriver en dessous de l'Heribet. Et derrière, il faut au moins 1 mois et demi pour que les deux courbes se rejoignent. Donc c'est un peu le schéma qu'on a vu sur l'Oise, c'est que finalement, une période de sec, et on voyait sur les prélèvements de sucreries que la richesse avait augmenté fin août, mais cette pluie début septembre a refait rechuter fortement cette richesse. Donc voilà un peu les différents phénomènes qui peuvent expliquer ces richesses un peu hétérogènes et plus basses que d'habitude. Il y a aussi, voilà, Gaylor vous en parlera, le sujet cercosporiose, comment bien le maîtriser, puisqu'on a vu aussi des parcelles se défolier par la cercosporiose, et on sait que même une attaque tardive, ça peut, et qu'il y a repousse de feuilles, on peut perdre quelques points, jusqu'à un point de richesse, suite à la perte de feuilles due à la cercosporiose. Donc Gaylor vous expliquera comment bien gérer sa protection fongicide. Donc ensuite, on va faire un petit point sur les efficacités de traitement de semences. On a bien vu, on avait une bonne couverture en NNI sur notre délégation. Donc on a vu très peu de jaunisse. On n'a que 9% des parcelles enquêtées avec présence de jaunisse, et plutôt une présence très faible avec de petits foyers présents. Donc ici, on s'était posé la question à un moment au printemps, justement de l'efficacité des NNI à 75% de la dose homologuée. Donc, pour rassurez-vous, dans toutes nos observations de BSV, nous n'avons vu aucun ou très peu, on va dire de rares symptômes, des petits foyers de jaunisse dans les NNI, qui est dû au temps que le produit soit efficace pour lutter. Mais les parcelles en présence de NNI ont été bien protégées au niveau des pucerons avec peu de jaunisse, voire pas de jaunisse, plutôt pas de jaunisse présente dans ces parcelles. Donc, je vous l'illustre ici. Donc, ces deux courbes qui représentent le pourcentage de betteraves touchées par les pucerons, donc les pucerons Véraptères. Donc, deux parcelles dans l'Oise, assez proches l'une de l'autre. Une parcelle, donc la courbe verte, en traitement de semences Cruiser, une parcelle en courbe rouge en F8. Donc, ce que l'on voit, c'est que c'est très rassurant. La courbe verte reste toujours en dessous du seuil, même si au stade 6 feuilles des betteraves, on a eu jusqu'à 5% des betteraves touchées par des pucerons. Mais dès qu'on a recompté la semaine suivante, ils étaient disparus. Donc, c'est le temps que le produit soit efficace. Mais on n'a pas d'installation de colonies de pucerons en présence du Cruiser. Et là,
nous avons bien une protection, même à 75% de la dose, jusqu'à la couverture des betteraves. Par contre, on voit bien qu'en F8, il a été nécessaire de faire 2 interventions pour gérer les pucerons, même s'ils sont arrivés là cette année plus tardivement et moins massivement, qui ont été bien maîtrisés par nos insecticides. 2 traitements ont été nécessaires en F8 et ce qui est important de retenir, c'est que le Cruiser, enfin les NNI, même à 75% de la dose, permettent de gérer la période du risque au niveau des pucerons verts aptères de la betterave. Donc juste un petit point pour vous rappeler, hein, lorsque vous avez utilisé des variétés avec traitement de semences NNI, dans la dérogation, il faut bien respecter les réglementations au niveau de l'itinéraire cultural, de la rotation. Donc, bien souvent, après la betterave, dans cette variété, on ne peut faire essentiellement des céréales à la paille. L'année suivante, donc en 2023, possibilité de semer du maïs ou des pommes de terre, essentiellement, on va dire, pour nos régions. Et à partir de 2024, possibilité d'inclure le colza, le lin et toutes les plantes mellifères dans la rotation. Quand on met les lessipans sont bien sûr autorisés derrière. Bien faire attention quand on a des couverts de type crucifère à détruire avant floraison, après des betteraves NNI. Et attention pour ceux qui auraient des métasiniseurs, qui font des céréales immatures après les betteraves, il n'y a pas de possibilité de semer du maïs en mai 2022 derrière une orge immature, suite à cette dérogation. Donc maintenant, je vais laisser place à vos questions. Merci Johan pour cet exposé. Effectivement, quelques questions arrivent, mais avant de commencer aux questions, je vais juste vous faire un message pour vous signaler que tout ce comité technique sera disponible très rapidement sur notre site internet en replay, hein, que ce soit sur le site ITB ou sur YouTube. Alors, je dirais demain matin, c'est sûr, mais certainement ce soir, cet après-midi, le comité technique sera disponible. J'entends déjà ma responsable com qui me crie dans les oreilles, pas si vite, pas si vite. Mais tout sera disponible. Vous pourrez revoir à plusieurs fois ce comité technique. Alors, Johan, il y a des questions. Tu nous as parlé qu'il fallait compter sa population avant de se décider à ressemer. Combien il faut compter une fois, plusieurs fois? Est-ce qu'il y a des comptages successifs à faire ou pas pour pouvoir bien estimer sa population? Il vaut mieux faire des comptages successifs, comme je l'ai dit, pour pouvoir évaluer si la population est stable ou descendante. Donc, une fois qu'on a fait le premier comptage, voir aussi s'il n'y a pas des relevés. Parce que parfois, ce qu'on a pu connaître au printemps, c'est que finalement, des comptages population étaient faits très tôt et finalement, les betteraves n'étaient pas encore levées. C'était plutôt sur les semis qui étaient faits après le 28 mars, où là, des gens ont dit, j'ai pas de betteraves, il faut que je ressème alors qu'elles n'étaient pas levées. Donc, il faut bien choisir ses placettes de façon à être le plus représentatif de la parcelle et compter par tous les 3 jours, aller voir sa parcelle ou voir tous les jours à des moments si on voit que ça a bien évolué, tous les jours, et jusqu'à temps où on ait une population stable. Et là, on prend la bonne décision. Donc oui, il faut répéter les comptages jusqu'à la stabilisation de la population. Et donc, il y a une question sur la répartition également. Tu nous as parlé qu'il voulait faire ça sur plutôt 4 ans, mais sur un semoir, c'est plutôt des 6 rangs, des 12 rangs. Faut-il plus le faire sur un semoir total pour bien estimer et avoir une hétérogénéité au niveau de la parcelle? À l'optimum, ça serait plutôt de le faire sur la largeur de semoir, ce qui serait plus logique. Si vous voulez le faire, c'est mieux de le faire sur la largeur totale. Comme ça, on a bien tous les éléments de semis qui sont comptés. Mais comme vous répétez les comptages, moi, je vous dis de le faire minimum sur 4, mais c'est sûr, le mieux, c'est de le faire sur la largeur totale. Mais surtout pas le faire sur 2 ou 1 rang. Mais oui, si vous pouvez le faire, faites-le sur la largeur de semis. Tu nous as parlé un petit peu de la dérogation future, on y reviendra, on parlera du PNRI tout à l'heure. Mais une question sur la rotation, blé sur blé après une betterave NNI, c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. En fait, une fois que la culture est, par exemple, en N+1, les cultures en N+1 peuvent être faites en N+2. En fait, c'est des cultures qui se rajoutent. Donc, on peut faire, après betterave, blé sur blé. Tout à fait. Une question toujours sur ces traitements de semences, une question qui nous dit, est-ce qu'on peut semer un rang sur 2, NNI sans NNI? De toute façon, ça n'a pas trop d'intérêt puisque votre parcelle, que vous faites un rang sur 2 en NNI ou pas, comme la parcelle aura reçu des NNI, vous n'allez pas avoir d'intérêt
même pour la rotation, vous n'allez pas avoir d'allègement ou de possibilité de faire les cultures non éligibles plus tôt, puisque vous avez un mélange. Et pour la surveillance, c'est beaucoup plus compliqué, hein. On n'a pas de garantie d'efficacité de ces croisements et ça sera du coup, vous allez devoir traiter, si le seuil est atteint, toute la parcelle au lieu de traiter que les betteraves non NNI. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Alors, il y a une question qui revient à niveau pour les resemis. Quelles sont tes préconisations pour faire un resemi une fois qu'on a vu que la population était très faible? On ressème rang en rang, on retravaille le sol. Quelles sont les préconisations? Alors là, on va dire que en fonction des conditions météo, en fonction des parcelles, il n'y a pas de conseil général, mais on voyait bien que cette année, finalement, on avait au moment des resemis plutôt une période sèche, donc il était préférable d'éviter de travailler le sol et de ressemer rang en rang. Après, en fonction, si la parcelle est déjà s'il y a un ensalissement de la parcelle, on peut se dire, et qu'on a des conditions un peu moins séchantes, il peut avoir lieu de retravailler pour éviter pour gérer avec le travail du sol ces adventices. Mais en conditions, comme on a pu le connaître au printemps, dès qu'on voit des conditions plus séchantes, il faut éviter de retravailler le sol pour l'assécher. Mais ça peut être dépendant des années. Mais voilà, quand on a des conditions sèches, il faut mieux éviter de retravailler le sol et ressemer rang en rang. Et attention, quand on est en azote localisé, il faut bien ressemer dans le rang de semis et pas de décalage possible, quoi. Une question sur les rendements, ça sera peut-être la dernière, je pense, pour cette première série. Une question sur les rendements. On me dit que les rendements d'arrachage tardif fait après le 20 novembre sont moins bons que pour les arrachages d'octobre. As-tu des informations à donner, des constats? Ce qu'on a pu connaître, en effet, je pense que ça dépend le secteur où on se trouve, mais on a eu un problème au niveau du port racine, ils sont plutôt bons. Ce qui pénalise le rendement, c'est que d'autant plus que nos richesses sont déjà plus basses que d'habitude, on a eu une attaque tardive de cercosporiose, donc avec défoliation, bien souvent sur les parcelles les plus sensibles à la cercosporiose, les variétés les plus sensibles. On a eu une défoliation et une reprise en feuille, et plus cette reprise en feuille aura duré longtemps, et on a plutôt une baisse de richesse. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que oui, les parcelles peut-être arrachées plus tardivement, vu que le poids racine était déjà bon, a peut-être moins évolué, mais on a perdu de la richesse. Le fait de perdre cette richesse due à la cercosporiose peut avoir réduit un petit peu le rendement. Ça peut être logique, mais à mon avis, c'est plutôt du cas par cas en fonction de l'état sanitaire de la parcelle. Ok, merci. On va passer au Pénéri. Alors, avant de lancer, nous avons une vidéo pour le Pénéri. Nous avons déjà, j'ai 2 slides à vous présenter. Donc, quelques points sur la jaunisse avant de vous lancer une vidéo sur le Pénéri pour faire un point Pénéri et revenir aux questions sur la jaunisse. Donc, en 2021, nous avons eu de la jaunisse, hein, comme je l'ai mis dans mon titre, beaucoup moins qu'en 2020, mais beaucoup plus quand même qu'en 2019. Donc, devant vous, vous avez 2 photos. La première photo à gauche est une photo faite dans la Somme, dans le Ponthieu exactement, ou dans une parcelle donc sans NNI, où vous voyez des taches de jaunisse, alors plus ou moins visibles en fonction des zones, mais il y a une variété un peu foncée sur le bord, là on voit un petit peu plus fort, mais dans toute la parcelle, il y avait des taches de jaunisse présentes comme ça dans cette parcelle-là. Sur la photo de droite, une autre parcelle, là faite en Normandie, à Étrépagny. À droite, vous avez une parcelle en F8 avec, je vous dirais, les 95% de jaunisse. On voit bien les taches jaunes. Et c'est coupé au couteau en plein milieu. Là, vous le voyez, à gauche, 0 trace de jaunisse. C'est une parcelle semée avec des NNI. Donc, comme quoi, les NNI à 75% ont bien permis de juguler la jaunisse, la pression jaunisse cette année. Deuxième point que je voulais vous montrer également avant de passer la vidéo, c'est cette carte de prévalence virale. Donc, c'est la présence de virus en France sur la jaunisse cette année en 2021. 208 parcelles ont été testées. Donc, les prélèvements ont été faits par l'ITB, ont été faits par les SAS également, les sucreries. Tous les résultats, toutes ces feuilles sont arrivées au Griffon, dans l'Aisne, dans le laboratoire ITB, pour faire des tests ELISA, pour nous permettre de faire cette présence de virus au niveau national. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de polyrovirus sont présents, ce sont les points jaunes, mais dès qu'on voit des points rouges, c'est qu'on voit que nous avons une co-infection, donc c'est-à-dire la présence d'au moins 2 virus, dont le BYV qui est la jaunisse grave, hein,
Et vous voyez beaucoup de points rouges là en Normandie et surtout au sud de Paris. Et c'est dans ces zones-là que nous avons le plus de jaunisse cette année, avec des pertes de rendement relativement conséquentes. C'est également ces zones dans le Loiret, dans le centre-val de Loire, des zones qui ont été fortement ressemées, hein. Donc, ce qui explique aussi cette présence de jaunisse, puisque là, les parcelles étaient essentiellement semées en traitement de semences et fuites. Donc, la présence cette année des virus, c'est essentiellement du BCHV, donc c'est encore un petit peu différent par rapport à l'an dernier, mais on retrouve cette co-infection qui est présente essentiellement dans les zones très touchées. Donc, Hélène, je te redonne la main pour nous passer la vidéo. On repassera une série de questions dans la foulée. Qu'est-ce que le PNRI? Le PNRI, c'est le Plan national de recherche et d'innovation pour trouver des moyens de lutte contre la jaunisse de la betterave à l'horizon 2024 et en remplacement des néonicotinoïdes. À un moment donné, il y a ce moment, cette période de transition, ça prend du temps. Donc comment on fait pour aller le plus vite possible et comment on fait pour être le plus transparent possible? C'est également un programme de recherche dans lequel on teste beaucoup de solutions innovantes qui vont des variétés au biocontrôle à des solutions agronomiques, paysagères, qui au final devront être combinées pour aboutir à une solution suffisamment efficace. 4 axes de recherche ont été définis. Amélioration de la compréhension de la situation sanitaire, identification et démonstration des solutions à l'échelle de la culture, identification et démonstration des solutions de régulation à l'échelle de l'environnement, des plantes, des cultures, et transition vers un modèle économique durable. De nombreux acteurs et partenaires et des moyens conséquents alloués aux recherches. Au total, 20 millions d'investissements dont 7 millions de financements publics. Un centre de recherche au greffon avec un laboratoire et une serre pour travailler quelle que soit la saison, des élevages de pucerons virulifères et non virulifères, un réseau de 500 hectares de fermes pilotes d'expérimentation pour tester les solutions les plus prometteuses. Ces fermes pilotes d'expérimentation servent également de support pour d'autres études. Ces fermes sont le support d'analyse économique des solutions techniques testées. Pour affiner le positionnement des différents traitements appliqués en culture, les modèles de prédiction des vols de pucerons construits par les chercheurs d'INRAE seront utilisés. En termes d'outils, les chercheurs mettent également au point des méthodes de diagnostic viraux utilisables au champ pour mieux apprécier le risque. Ces fermes pilotes d'expérimentation sont coordonnées par l'ITB et les services agronomiques Tereos, Cristal Union et Saint-Louis Sucre. Quelles sont les réalisations de cette première année? Pour réduire les populations de pucerons verts, plusieurs solutions ont été testées. L'efficacité de plusieurs types de bandes fleuries et de plantes compagnes, des graminées inoculées de champignons aux propriétés insecticides, des essais d'application d'œufs et de larves de chrysopes et des lâchers d'aphidius, plus de 30 modalités de produits de biocontrôle testés sous serre et au champ, des composés organiques volatiles répulsifs pour les pucerons et ou attractifs pour les auxiliaires, des recherches sur la protection des betteraves par l'inoculation de virus peu agressifs. La protection croisée, donc c'est une méthode de lutte contre les virus qui peut s'assimiler à une vaccination de la plante. Nombreux sont les leviers ayant été expérimentés à travers les 21 projets retenus du PNRI. Les semenciers ont tous détecté de nouvelles sources de tolérance qu'ils transfèrent maintenant dans le matériel élite. La filière testera en parallèle l'utilisation de mélanges variétaux. La première année du PNRI a permis d'identifier les solutions les plus prometteuses. Dans les 2 prochaines années, les essais sur les solutions potentielles et leur faisabilité économique vont s'intensifier. Alors, quelques questions sur le PNRI et la jaunisse. Nous avons la chance d'avoir Vincent Lonina, notre directeur, avec nous. Vincent, j'ai des questions sur cette demande de dérogation. On a vu paraître dans la presse, des communiqués de presse, que le conseil de surveillance avait donné un avis favorable. Qu'en est-il? Quand est-ce que nous aurons cette dérogation potentiellement?
Oui, bonjour. Alors, bonjour, bonne année à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Je ne sais pas si je passe à l'écran. C'est noir pour l'instant, on ne vous voit pas, Vincent. Donc, j'ai un problème de caméra. Bon, bah, désolé, vous ne me verrez pas aujourd'hui. Oui, alors, l'ITB, donc pour la dérogation, vous savez que nous avons une possibilité d'usage des néonicotinoïdes en betterave pendant 3 ans, première année 2021, et on peut aller jusqu'en 2023. Et chaque année, nous devons déposer une demande de dérogation. L'ITB, qui est le déposant, le requéreur, a déposé auprès du ministère de l'Agriculture le 19 novembre cette demande de dérogation pour les 2 produits classiques imidacloprid et thiaméthoxam pour les semis 2022, donc dépôt 2022. On a eu le 21 décembre, il y a tout un système administratif quand même et d'encadrement. Le 21 décembre, nous avons eu donc un conseil de surveillance qui est présidé justement par le député Grégosserie Messon-Moreau, que vous avez vu dans le petit film qui vous a été présenté. Et pour se faire simple, l'avis, il y a eu des votes. Il y a un conseil de surveillance rassemble des gens de tous les horizons qui peuvent s'exprimer donc très ouvertement, en positif ou en négatif. Nous avons eu donc un accord, donc une réponse positive du conseil de surveillance sur cette demande de dérogation qui est donc pour le moment et depuis le 27 décembre dans un protocole de consultation publique. Donc si vous allez sur le site du ministère, vous allez pouvoir voir cette dérogation. Elle est en consultation publique pendant 3 semaines, donc jusqu'au 17 janvier. Ensuite, il y aura un dépouillement. Donc, on va étudier tout ce qui a été publié, toutes les réactions qui ont été données. Et connaissant le dossier, j'ose penser, j'ose espérer que le 24 janvier, au plus tôt, donc on va dire fin janvier, nous aurons le décret d'application publié qui nous permettra et qui permettra aux semenciers de commencer à enrober les semences pour les semis 2022. Je ne mets pas un bémol, mais juste un rappel, nous devons attendre la publication du décret pour pouvoir réaliser les enrobages de semences. Ça répond à votre question, Ghislain ? Oui, c'est là, je pense en tout cas. Il y a une question qui revient aussi, et on a entendu parler de mesures d'atténuation, notamment pour le colza. Si on fait un mélange de 2 variétés de colza pour pouvoir le semer 1 an plus tôt, est-ce que ces mesures ont été acceptées ou pas? Non, les mesures n'ont pas été. Donc, nous avons travaillé avec Terrinovia et avec Arvalis sur tout ce qu'on peut appeler ces fameuses demandes d'atténuation. Et l'idée sur le colza, c'était d'utiliser 2 colzas avec des dates de floraison différentes, dont un colza qui pourrait fleurir plus tôt et qui pourrait attirer et fidéliser les abeilles dans leur zone de butinage. Cet argument n'a pas été retenu au niveau de l'ANSES, donc cette formule et cette mesure d'atténuation n'a pas été retenue. Les conditions d'application du futur décret 2022 seront les mêmes que celles du décret 2021, pour faire très simple. Et au niveau de la betterave, si on a fait des betteraves NNI en 2021, cette année on fait par exemple du blé, pouvons-nous faire à nouveau des betteraves en 2023 sur ces parcelles? Oui, tout à fait. Et ça faisait l'objet d'ailleurs d'une échange avec l'ANSES. Il y avait eu ce qu'on appelle certaines cultures oubliées, dont notamment la betterave, qui pouvait revenir en rotation après betterave dans un délai inférieur à 3 ans. Et ça a été validé. Vous pourrez ressemer des betteraves après une betterave, mais la betterave ne sera pas avec des néonicotinoïdes sur la même parcelle. Donc, il y a une question là sur les pourcentages et les répartitions de virus cette année en France. Donc, c'est une question très précise. La personne qui la pose, je lui dirais d'aller voir sur le site internet de l'ITB et de regarder le betteravier le 1138. Par exemple, vous avez toutes ces informations-là, mais cette année, 89% des échantillons sont positifs au BMYV sur les 208 testés, comme vous l'avez vu sur la carte, 89%. 19% de BMYV, j'ai dû me tromper, c'est 89% de BCHV, excusez-moi, 19% de BMYV et 19% de co-infection polyrovirus plus BYV. Donc, n'hésitez pas à aller voir le betteravier français, vous avez tout ça sur le site internet de l'ITB. Au niveau de la jaunisse, on me pose aussi une question, quelles sont les solutions les plus prometteuses après cette première année de pénurie? Alors, beaucoup de projets, vous l'avez vu dans le pénurie, plus de 20 projets, donc tous les synthèses ne sont pas encore terminées. Beaucoup de projets sur la génétique, tous les semenciers, via plusieurs projets, testent leur matériel génétique.
Donc pour l'instant, on aura des solutions on voit des choses au niveau des variétés, mais bon, il faut le temps de les produire. On ne les aura pas pour 2022-2023, ça sera pour 2024. On a testé beaucoup de biocontrôle, donc là, c'est plutôt, je dirais, la déception, pas beaucoup d'efficacité à ce niveau-là. On voit également des choses qui apparaissent, mais au niveau des plantes de compagne, mais qu'il faut valider une deuxième année, je dirais. Et puis, la faiblesse des pucerons dans beaucoup de secteurs ne permet pas non plus d'avoir des positions fermes, définitives sur ces aspects-là. Donc, 2 années d'expérimentation, on reviendra vers vous avec des solutions très prometteuses pour lutter contre les jaunisses. Donc, je pense avoir fini. Non, on me pose une question plutôt peut-être pour Johan. Et les bio, ils ont eu de la jaunisse cette année dans la Somme, la production bio? Oui, donc les bio sont pas moins il n'y a pas forcément moins de virus sur les bio. Hein, donc, on a un peu de jaunisse sur les bio, pas forcément plus. Après, la grosse difficulté cette année, c'est que le désherbage en bio était très compliqué et on a beaucoup de parcelles sales, donc difficile d'évaluer sous les kénopodes le pourcentage de jaunisse. Mais il y a présence de jaunisse sur les bio, pas forcément plus qu'en conventionnel, qui sont à F8, bien sûr. Merci Johan. Donc on a épuisé les questions relatives à l'avenir. S'il y a quelques questions, je les poserai en fin d'exposé certainement, mais d'un ordre plus généraux. Donc je vais donner la parole à Paul Tovel. Paul Tovel qui va nous faire un exposé maintenant sur l'azote et les conseils pour 2022. À toi Paul. Merci Ghislain. Alors, compte tenu donc, du contexte particulier avec des prix d'engrais particulièrement élevés, voire des potentiels problèmes d'approvisionnement, le sujet de la fertilisation azotée pour 2022 est très important. Donc, dans cette présentation, je vais vous indiquer les possibles ajustements liés à ce contexte un peu particulier. Et puis, je vais surtout vous rappeler les principaux conseils de base qu'il est d'autant plus important de suivre pour une année comme celle-ci. Alors, parmi ces principaux conseils de base, il y a la réalisation d'un reliquat sortie hiver à la parcelle. Vous avez ici un graphique qui, exprimant en fréquence, montre la répartition des parcelles pour différentes années selon les valeurs de reliquat sortie hiver qui sont mesurées. Et on se rend compte très facilement que si on considère une valeur moyenne départementale, on risque d'entrée de jeu de se tromper d'une dizaine ou de quelques dizaines d'unités d'azote sur la valeur de ce reliquat sortie hiver, et donc de dégrader d'entrée de jeu la qualité du conseil pour la dose d'apport qu'il faudra apporter. Donc, il est important de réaliser cette mesure de reliquat à la parcelle, et j'ai même envie de dire au type de précédent, si pour une même parcelle, vous avez différents types de précédents. Le deuxième conseil qu'il est important de suivre, c'est de réaliser ce reliquat sur 3 horizons lorsque cela est possible, bien entendu, puisque si on le réalise uniquement sur 2 horizons, déjà, on risque d'omettre une quantité d'azote potentiellement disponible dans le 3e horizon, même après un épisode potentiel de lessivage. Et puis, avec l'outil de calcul AzoFert, on va avoir une estimation du lessivage qui se fera sur 2 horizons, et donc on aura une surestimation du lessivage. Donc ici, on a pris une petite situation qui vous est présentée sur la slide, une situation de limo profond un peu classique, où on a calculé a posteriori une dose d'apport conseillée par l'outil AzoFert, selon que l'on considère 3 horizons, c'est le résultat mentionné à gauche, ou 2 horizons, c'est le résultat mentionné à droite. Et on voit qu'on a un écart de l'ordre d'une vingtaine d'unités entre les 2 doses, et c'est à peu près l'ordre de grandeur moyen qu'on peut avoir lorsqu'on considère 2 horizons au lieu de 3. Donc, pour éviter d'avoir un surcoût lié à une surutilisation d'engrais, et pour éviter aussi, en apportant trop d'engrais, de conduire à une situation de surfertilisation et potentiellement à une baisse de richesse, il est important, il y a vraiment tout à gagner, de faire le reliquat sur 3 horizons et non pas sur 2. Enfin, le troisième conseil, de base à suivre, c'est l'utilisation de l'outil de calcul AzoFert qui permet de déterminer la dose d'apport. C'est l'outil que l'on évalue chaque année à l'ITB dans nos réseaux d'essais. C'est l'outil que l'on considère être la référence la plus fiable pour déterminer la dose d'apport en azote sur betterave sucrière. En revanche, cet outil il est fiable uniquement si on lui donne des informations d'entrée qui sont fiables.
Donc, il faut être très vigilant sur la qualité des informations qui sont indiquées dans les fiches de renseignement. Je porte votre attention sur deux points. Le premier, c'est qu'il est fortement préférable de joindre une analyse de sol, même si elle date un petit peu, pour avoir une meilleure estimation des paramètres liés aux caractéristiques du sol. La deuxième chose, c'est que dans une situation où vous auriez apporté des apports organiques, où vous auriez réalisé des apports organiques, il est préférable aussi de joindre une analyse du produit organique ou les analyses des produits organiques qui ont été apportés, puisque ceux-ci ont souvent une variabilité très importante dans leur composition. Et donc, une bonne qualité de renseignement des informations, c'est là aussi 10 à 30 unités d'azote qui peuvent être potentiellement économisées. Donc, c'est très important de respecter ces trois étapes, puisqu'on voit qu'il y a des erreurs potentielles importantes qui peuvent s'accumuler, et on peut avoir un conseil, au final, qui peut être un petit peu à côté de la plaque si on ne respecte pas ces étapes de base. Alors, une fois qu'on a cette dose d'apport cette dose conseillée d'apport qui nous est donnée par Azofert, la question qui peut se poser, c'est, compte tenu du contexte des prix très élevés des engrais cette année, est-ce qu'il faut suivre cette dose d'apport ou est-ce qu'on peut se permettre de la réduire un petit peu pour s'approcher d'un optimum technico-économique? Alors, à l'ITB, on a travaillé le sujet, on a estimé sur une centaine d'essais conduits entre 2013 et 2021 l'impact sur le rendement d'une réduction de 40 unités par hectare de la dose conseillée. Et il en ressort que la perte de rendement que l'on estime, due à cette réduction de 40 unités par rapport à la dose conseillée, est d'autant plus importante que la valeur de la dose conseillée est faible. Donc, dans des situations où l'apport d'azote minéral représente une faible part des besoins de la betterave, on risque de perdre plus de rendement et donc cette prise de décision de réduire de 40 unités par hectare la dose d'azote devient très risquée si on a une valeur de dose conseillée faible. Alors, il y a deux points que je veux mentionner par rapport à ça. Le premier, c'est que les valeurs qui vous sont données ici, ces estimations de perte, ces coefficients de perte, correspondent à des ajustements qui sont réalisés autour desquels il y a une certaine variabilité de la réponse de la betterave par rapport à l'azote. Donc, il convient de rester assez prudent dans les choix qui vont être faits. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on a fait le choix d'une réduction de la dose par rapport à ce qui nous a été conseillé, on ne peut pas vraiment faire des apports de correction en cours de végétation parce que physiologiquement, la betterave valorisera très mal ses apports et risqueront de se traduire par une baisse de richesse assez importante et une perte de productivité assez importante, elles aussi. Alors, une fois qu'on a ces coefficients de perte, il faut décider, est-ce qu'on réduit ou pas de 40 unités sa dose? Ça va dépendre de la situation de chacun. Je vous ai pris un petit exemple ici avec un tableau au sein duquel vous avez des petites cellules colorées. Et donc, les chiffres dans ces cellules colorées correspondent au calcul de la différence entre le gain permis par l'économie de 40 unités d'azote comparé à la perte liée à la perte de rendement estimée. Et ce calcul, il va dépendre de différents paramètres d'entrée. Le premier, comme je vous l'ai mentionné sur le tableau tout à l'heure, c'est la valeur de la dose conseillée. Alors ici, on se place dans une situation où on a une dose conseillée qui est de 80 unités et qu'on souhaiterait réduire à 40. Ce calcul, il va dépendre aussi du prix de vente espéré des betteraves, du prix d'achat de l'unité d'azote, et puis de l'objectif espéré de rendement à la dose conseillée auquel on va appliquer le facteur de perte. Et donc, pour résumer la situation, vous avez des petites cases en rose ou rouge, je ne sais pas comment ça apparaît sur votre écran, où là, on a plutôt intérêt à maintenir la dose. Des petites cases en vert, où là, on a plutôt intérêt à réduire la dose de 40 unités. Et puis des situations intermédiaires qui sont en orange ici, où il est plus délicat de prendre une décision. Donc, pour résumer, on va avoir plusieurs types de situations. Des situations où ça va être plutôt facile de prendre une position, par exemple des situations avec des potentiels de rendement élevés et des doses conseillées très faibles, où là on aura clairement intérêt à réduire la dose de 40 unités pour s'approcher d'un optimum technico-économique. On aura intérêt à maintenir la dose. Et des situations à l'inverse où on va avoir un potentiel de rendement plutôt faible et une dose conseillée élevée, où là on aura intérêt à réduire la dose de 40 unités pour s'approcher d'un optimum technico-économique. Là, ce sera des situations où il sera assez facile de trancher. Et puis, on va avoir des situations intermédiaires où il est plus délicat de trancher et où on pourra éventuellement considérer une minoration
de la dose de l'ordre de 10 à 20 unités. Globalement, de par les calculs qui vous ont été donnés dans le tableau précédent, pour des valeurs de la dose conseillée supérieures à 100 unités, il y a très peu de situations où il faudra maintenir la dose. Donc, il sera préférable de réduire de l'ordre de 40 unités la dose d'apport conseillée. En revanche, on déconseille très fortement d'envisager une réduction supérieure à 40 unités de la dose, puisqu'on s'éloignerait fortement des besoins forfaitaires de la betterave pour l'azote, et là on risquerait d'avoir des pertes de rendement importantes, et donc de s'éloigner fortement de l'optimum technico-économique. Donc on déconseille aussi l'impasse d'apport d'azote sur betterave, sauf si, bien entendu, vous avez une dose conseillée qui ressort à 0 unité d'azote par hectare. Enfin, je voudrais conclure sur un mode d'apport qui permet de réduire la dose d'apport d'azote sans avoir de perte de rendement. C'est un mode d'apport que vous connaissez bien, sur lequel on communique depuis plusieurs années maintenant. C'est l'apport enfoui localisé d'azote. Alors, dans le conseil classique, on considère une réduction de la dose avec ce mode d'apport de l'ordre de 10 à 25% selon les types de sols pour une dose supérieure à 80 unités par hectare. Et lorsque le calcul est réalisé par Azofert, la réduction de la dose correspond au poste de volatilisation qui est estimé par l'outil Azofert. Alors l'avantage de ce mode d'apport, c'est qu'il vient enfouir l'azote. Donc on vient sécuriser la valorisation de l'azote par la plante. En plus, on forme moins d'ornières, on a globalement une meilleure répartition de l'azote. Et cela, ça se traduit par le résultat qui vous est donné dans ce graphe, qui donne en fait l'écart de rendement exprimé en pourcentage entre des apports localisés, pour lesquels on a déjà minoré la dose avec le conseil que je vous ai donné précédemment, par rapport à un apport généralisé. Et on voit qu'on a un écart qui est plutôt positif, donc on a un léger gain de productivité qui est permis par ce mode d'apport, estimé sur 12 essais conduits par l'ITB, bien qu'on ait réduit légèrement la dose d'azote. Donc on est sur un mode d'apport qui est intéressant à considérer pour l'avenir, pour se prémunir face à des situations comme l'année 2022, avec un contexte de prix des engrais très élevé. Je vous remercie de votre attention. Merci Paul pour cet exposé. Alors les questions qui arrivent, comment déterminer sa dose conseillée par rapport au rendement? Est-ce qu'il y a des ABAC, comme je dirais les céréales, hein, c'est la question qui est posée, tant de quintaux, tant d'unités d'azote? Alors non, pour la betterave, le besoin en azote est un besoin forfaitaire qui ne dépend pas du niveau de rendement espéré. En revanche, dans cette situation un petit peu particulière où on se pose la question de savoir si on peut réduire la dose ou pas, il est intéressant effectivement de considérer cette valeur-là de rendement espéré, puisque le coefficient de perte estimé par l'ITB lié à une réduction de la dose est exprimé en pourcentage du rendement. Et on a vérifié que ce pourcentage ne dépendait pas de la valeur de rendement. Donc, non, dans une situation classique, pour estimer sa dose d'apport conseillé, on ne tient pas compte de l'objectif de rendement. C'est un besoin forfaitaire pour la betterave. Une question sur Azofert, alors peut-être à toi ou à Johan, c'est comment faire pour se procurer Azofert, ou peut-être plutôt quel labo pour la Somme Oise utilise Azofert? Est-ce que tous les labos locaux utilisent cette méthode? Alors pour les locaux, je vais peut-être laisser Johan répondre du coup. À ma connaissance, je crois que le calcul Azofert se fait essentiellement dans le secteur par le LDR. Pour chez nous. Les autres labos disponibles passent pas par Azofert. Ok. Et justement, tu nous as parlé de réduire la dose quand on a un azote localisé. Comment calculer cette réduction de dose? Alors, lorsque vous utilisez Azofert, cette réduction de dose est directement calculée, puisque vous indiquez que vous réalisez un apport enfoui localisé, et ils viennent automatiquement soustraire le poste de volatilisation d'ammoniac à la dose conseillée. Et donc, vous avez votre réduction de dose qui est automatiquement calculée. Si vous passez par un autre mode de calcul, il y a un article sur le site de l'ITB qui, selon les situations de sol et de précédent, vous indique le facteur de réduction que vous pouvez considérer.
Tu nous as parlé donc d'épandage, d'azote localisé, mais est-ce qu'on peut faire du fractionnement? Ça sera peut-être la dernière question sur l'azote, parce que je vois que le temps passe. Est-ce qu'on peut fractionner les apports d'azote en betterave sans perdre trop de rendement et de richesse? Donc oui, on peut fractionner les apports. Il convient de respecter tout de même certaines règles. Dans le prochain betteravier français et sur le site internet de l'ITB, vous avez toutes les informations par rapport à ça. Pour résumer, lorsque l'on fractionne, il est important que le deuxième apport ne soit pas fait trop tard, pas au-delà du stade 4, voire 6 feuilles, pour éviter d'avoir une perte de richesse qui s'ensuive. Et puis, il est important aussi d'avoir un apport sous forme ammonitrate pour éviter toute volatilisation de l'engrais ou tout risque, on va dire, important de volatilisation de l'engrais. Bien entendu, cet apport doit être fait de préférence avant un épisode de pluie pour éviter que l'engrais reste en surface et soit soumis à ce risque de volatilisation. Merci Paul. Donc on va passer peut-être aux 2 derniers exposés. On va les faire dans la foulée. On passera qu'une série de questions peut-être à la fin, puisqu'on est déjà à pratiquement 1 heure de réunion. Donc premier exposé par Johan, je crois, sur le désherbage des graminées, et le second sur les fongicides de la cercosporiose avec Gaylord. Ah non, c'est Cédric, excuse-moi, graminées. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Mon exposé va porter sur la lutte contre les graminées. Voilà. Chaque année, les délégations régionales de l'ITB effectuent une enquête désherbage en fin d'été, début d'automne. Environ 5000 parcelles sont notées, donc c'est un désherbage en bord de champ, surtout les adventices dominantes et surtout qui dépassent les betteraves sont notées, donc les adventices type Renault et Livron ne sont pas notés dans cette adventice. Cela nous permet de voir malgré tout, année après année, les dynamiques des différentes adventices problématiques région par région. Ici, vous pouvez voir l'enquête désherbage pour les départements de la Somme et de l'Oise en 2021, les adventices dominantes pour les parcelles non satisfaisantes. Les parcelles sont notées de 0 à 10 et 7 est la note de satisfaction. On retrouve pour les parcelles non satisfaisantes 50% des parcelles avec des kénopodes, 25% avec des chardons et des laitrons, une douzaine de pourcents pour les ombellifères, et puis ensuite les graminées à 8%, c'est ce qui nous intéresse dans cet exposé. Les graminées ne sont pas dominantes, mais par contre posent de réels problèmes dans les parcelles où elles sont présentes, majoritairement, notamment à cause de résistance au mode d'action. Ici, vous pouvez voir un essai en Normandie effectué sur Regra en 2021. On a comparé différentes modalités et différents modes d'action. Tout d'abord, la première ligne, le Centurion avec 240 grammes de cléthodyme à 0,75 litres par hectare. On a 1 litre d'huile Actirob B. On a une notation de 1 sur 10, donc une notation qui est mauvaise. On a ensuite, comme la réglementation le permet, augmenter cette dose de Centurion à base de cléthodyme à 1 litre 25. Donc, on augmente légèrement cette efficacité, mais au-delà du passage de la note, on voit que lorsqu'on augmente la dose de cléthodyme, on augmente l'efficacité du désherbage. On a pour ces 2 premières modalités un seul mode d'action. Pour la 3e modalité en bleu, nous avons toujours ce Centurion à 1 litre 25. On a ajouté de l'ISAR qui apporte en post-émergence, qui apporte un autre mode d'action à base de DMTAP à 0,6 litres par hectare, plus une adjuvantation renforcée avec 2 litres d'Actirob B et 1 litre d'Actimum. On passe une notation de 4 sur 10, un petit peu plus. Et puis, le Mercantor Gold en rouge, en pré-émergence, apporte également à 0,6 litres par hectare le S-métolachlore, apporte un complément de mode d'action au Centurion à 1 litre 25. Donc, je rappelle que les notes de satisfaction de 7 sur 10, donc dans cet essai, on est inférieur avec des notes qui ne sont pas satisfaisantes. 2 explications à cela. Tout d'abord, le printemps froid et humide au mois de mai ne nous a pas permis d'intervenir dans des conditions optimales de tons poussants pour la systémie
notamment du produit à base de clétodyme. Et puis intervenir au bon stade des graminées, au stade 3 feuilles débutalage. Donc les conditions n'étaient pas réunies, ce qui conforte dans les traitements notamment chimiques de graminicides que les conditions doivent être réunies et de bon stade des graminées et un temps poussant avec une température minimum de 8 degrés. La deuxième explication, c'est qu'on est dans cette parcelle sur 200 régras par mètre carré. Et donc, on est peut-être, la chimie a également des limites et il faut travailler également sur diminuer le stock semencier par la diversification des cultures qui vont diversifier les modes d'action ou le labour qui va enfuir les graines en profondeur et rendre les graines non viables au bout de quelques mois, au bout de quelques années, pour réussir à diminuer cette pression et ne pas avoir autant de régras par mètre carré. Donc la diversification des modes d'action, si on n'a qu'un seul mode d'action, notamment la clétodyme, qui sélectionne des plantes résistantes au cours du temps, un ou quelques régras vont ensuite se multiplier dans la culture de betterave, mais aussi dans la rotation. Si on utilise le même mode d'action, on va avoir une pression en hausse et une efficacité en baisse des traitements graminicides. Donc voilà la lutte contre les graminées en quelques mots. Donc c'est bien la lutte chimique la combinaison de différents modes d'action lorsque les conditions climatiques sont adaptées et puis avec un stade de graminées qui permettent leur destruction. Alors comme on l'a vu, pas trop tard, mais également pas trop tôt puisqu'il faut que tous les régras soient également levés. Mais en premier lieu, pour diminuer le stock semencier, c'est bien la lutte agronomique pour éviter de se retrouver avec des parcelles avec 200 régras par mètre carré, diversification des cultures et puis notamment le labour qui vont permettre de lutter contre les graminées. Voilà rapidement ce que je voulais vous présenter ce matin pour ce comité technique de la Somme et de l'Oise. Je vous remercie de votre attention. Merci Cédric. Alors peut-être pendant que la main change et passe à Gaylor, 2 questions ou 3 questions très très rapides pour pas qu'on explose. Que penses-tu d'apporter de l'étofumésate de l'étau en prélevé pour lutter contre les graminées? Oui, l'étofumésate a une petite action également contre les graminées. On regarde ça également dans nos essais. On a moins de références que l'Avadex ou le Mercantorgol, le S-métolachlore. Donc ça peut être une solution à l'avenir pour combiner les modes d'action, puisque l'étofumésate a un autre mode d'action. On est en train de l'étudier, j'ai envie de dire, notamment dans le Goltix Duo. Ça reste peut-être une solution d'avenir, puisque je rappelle que l'étofumésate a une durée de vie, une AMM au niveau européen assez longue, mais aujourd'hui l'Avadex, Trialate, le S-métolachlore permettent également de diversifier les modes d'action. Je peux dire aussi que c'est pas la peine de diversifier forcément dans toutes les parcelles, c'est surtout les parcelles qui posent problème dans la rotation, où il est nécessaire de diversifier les modes d'action, puisque c'est forcément un coût supplémentaire. Ouais. Une question globale aussi sur le S-métolachlore, les sols filtrants, la dose, la phytotoxicité. Qu'en penses-tu? Si tu peux faire une réponse rapide, s'il te plaît. Une réponse rapide, il peut y avoir dans certains cas, dans des parcelles légères, des phytotoxicités. Ça reste des cas exceptionnels et ça reste des situations où la diversification des modes d'action est nécessaire, est obligatoire pour pouvoir avoir une culture de la betterave sans graminées et rentable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je voudrais juste dire également que l'AMM sur le S-métolachlore a été modifié pour conserver une durabilité et protéger les eaux, notamment ne pas appliquer dans des périodes d'écoulement des drains pour les parcelles drainées avec une ZNT de 20 mètres. Ça, c'est les modifications de l'AMM. Il y a toujours des recommandations pour éviter de les traiter dans l'aire de captage et de bassin d'alimentation.
Merci Cédric. Eh ben, je passe la parole à Gaylord qui va nous faire l'exposé sur les fongicides et la cercosporiose. Oui, donc bonjour à tous. Donc cette année, sur notre délégation, les maladies sont arrivées assez tardivement, hein, courant deuxième quinzaine de juillet, voire début août, selon les secteurs. Ensuite, l'évolution a été lente avec de faibles gravités courant les mois d'août et septembre. Et ce n'est qu'à l'arrivée de l'automne où les conditions climatiques sont redevenues favorables au développement des maladies, notamment de la cercosporiose. Et donc, on a pu voir une évolution de façon exponentielle de la cercosporiose sur certaines parcelles, notamment dans l'Oise et sur des variétés dites sensibles. Donc, moi, je vais vous présenter comment réussir la protection fongicide de sa parcelle. Donc, ça passe par trois paramètres importants. Donc, tout d'abord, le choix de la variété. Ensuite, c'est le positionnement de l'intervention au bon moment. Et l'intervention doit être réalisée avec le produit adapté à la maladie qui est présente. Ici, donc sur la photo, vous voyez une variété qui est tolérante sur la partie gauche. Et donc ici, on est en situation de forte pression cercosporiose. Et donc, vous voyez que cette variété tolérante a un feuillage moins détruit en fin de cycle que la variété sensible qui est sur la partie droite. Donc, le choix variétal est vraiment capital dans la protection fongicide de sa parcelle. Donc, pour cela, lorsque vous choisissez vos variétés, il est important de prendre en compte la situation de sa parcelle au niveau environnement, mais aussi au niveau problématique maladie connue historiquement sur votre parcelle ou sur votre exploitation, mais aussi la date d'arrachage de vos parcelles. Donc, il faudra privilégier les variétés tolérantes pour tous les arrachages après le 25 octobre et ne garder que les variétés sensibles pour les arrachages précoces. Alors, pour choisir votre variété, vous pouvez, en fonction de votre situation, vous référer donc au tableau que vous pouvez retrouver donc, dans le betteravier français du 23 novembre ou sur notre site Internet. Alors là, vous avez dans ce tableau la liste des variétés recommandées pour les semis 2022. Donc, on retrouve les variétés tolérantes à la rhizomanie, puis les variétés double tolérantes rhizomanie nématode, et tout en bas, les variétés tolérantes au rhizoctone brun. Alors, sur les colonnes de droite, est représenté pour chaque variété l'indice de sensibilité pour les différentes maladies. Donc, cet indice de sensibilité est représenté grâce à un module. Et donc, plus le module est vert et vers la droite, plus la variété sera tolérante. Et inversement, plus le module est rouge et vers la gauche, plus la variété sera sensible. Une fois donc votre variété choisie en fonction de votre situation, donc le deuxième paramètre, c'est d'intervenir, de positionner l'intervention au bon moment. Donc, qui dit bon moment, il faut aller observer sa parcelle régulièrement afin d'intervenir une fois que la maladie est présente. Et grâce à l'observation de ces parcelles, on pourra aussi déterminer quelle maladie est présente. Donc, pour vous aider, vous pouvez vous aider de nos notes d'information qui sont envoyées par mail courant d'été, qui vous informent de la situation au niveau maladie sur notre délégation. Donc, pour s'abonner aux notes d'information, il faut se rendre sur la page d'accueil, en bas de la page d'accueil de notre site Internet. Et vous pouvez également vous aider, consulter dans la rubrique outils, donc également sur notre site Internet, l'outil Alerte maladie, donc qui est une carte qui représente où sont représentées par des points les différentes parcelles de notre réseau d'observation, donc qui est régulièrement mise à jour. Et donc, vous avez une idée déjà de l'arrivée, de la présence, de l'évolution des maladies dans votre secteur géographique.
Mais néanmoins, il faut faire attention car chaque situation est différente. Donc, ces outils peuvent vous aider, mais il faut absolument aller, avant toute intervention, aller observer sa parcelle avant d'intervenir pour déterminer la présence de maladie et quelle maladie est présente. Alors, une fois que vous avez déterminé la maladie présente, le troisième point, c'est de respecter, de choisir le produit qui est adapté à la maladie. Donc là, dans ce tableau, vous retrouvez les différents produits avec les différentes doses. Pour chaque maladie, vous avez l'efficacité de ces produits qui est représentée par une barre horizontale. Et donc, plus la barre est longue, plus l'efficacité sera importante. À noter, donc là, pour la cercosporiose, vous pouvez voir deux couleurs sur la barre et la couleur plus claire qui se trouve sur la droite correspond au gain d'efficacité apporté par l'ajout de l'érone aux produits fongicides. En termes de réglementation, suite à la fin d'approbation du ciproconazole, au niveau européen, tous les produits à base de cette matière active, comme le Zakeo Extra, seront interdits d'utilisation au 31 mai 2022. Donc, ces produits peuvent être, vous pouvez écouler vos stocks sur d'autres cultures jusqu'au 31 mai 2022, date à laquelle ils deviendront PPNU et ne seront donc plus utilisables sur betterave pour la campagne 2022. Ce graphique est réalisé à partir de la synthèse de 3 essais fongicides infestés fortement en cercosporiose. Donc, sur ces essais ont été traités avec différents produits une seule fois afin d'évaluer l'efficacité de chaque produit individuellement. Et donc là, vous pouvez remarquer, donc sur le graphique, on peut voir donc le pourcentage d'efficacité du spiral solo en bleu. Et sur la droite, vous avez le spiral associé à de l'érone SC en rouge. Et donc, on remarque bien un gain d'efficacité de plus de 20 points avec l'ajout de l'érone SC, donc qui montre bien l'intérêt de l'érone SC pour lutter contre la cercosporiose. Alors, au niveau de son positionnement, s'il est positionné en T1, valorisera mieux son utilisation, surtout lors de fortes pressions cercosporiose. Alors, nos conseils fongicides pour 2022. Donc, en présence de cercosporiose, donc vous avez le spiral, puis ou l'association timbal passerelle et l'ajout de l'érone SC, donc en fonction de la pression. Bien sûr, pour l'érone SC, nous attendons sous réserve de la dérogation d'utilisation sur betterave pour cette année 2022. En l'absence de cercosporiose, donc on retrouve les spécialités spirale et l'association timbal passerelle, mais nous avons aussi l'amistargol qui présente une bonne efficacité sur rouille, et donc ces produits peuvent être utilisés dès le T1. Et si éventuellement besoin d'un T2, nous conseillons d'alterner ces produits, mais de toujours les utiliser à dose pleine. Donc, ce qu'il faut retenir donc, pour réussir, pour avoir une bonne protection fongicide de sa parcelle, donc le point capital, c'est d'orienter son choix variétal en fonction de sa parcelle, de la date d'arrachage. C'est vraiment le point important à prendre en compte. Ensuite, c'est de bien identifier la maladie, l'arrivée de la maladie, attendre que la maladie soit bien présente pour intervenir et de bien la diagnostiquer. C'est d'intervenir donc avec les produits qui sont conseillés à leur dose pleine afin d'assurer une efficacité satisfaisante. Et ne pas oublier aussi l'utilisation, l'intérêt de l'érone SC pour lutter contre la cercosporiose. Merci de votre attention. Merci Gaylord. Alors nous sommes encore plus de 130 connectés, donc par rapport aux 150 inscrits, un très beau taux de participation. Mais pour pas abuser du temps, j'ai quelques questions à te poser sur la cercosporiose, ou peut-être à Cédric, parce que
Tu nous as parlé de matières actives. On sait qu'il y a des matières actives comme le diphénol, tout ça qui vont partir. Faisons-nous des essais ou avons des références pour d'autres produits, d'autres matières actives, des biocontrôles, des biostimulants avec un effet sur les maladies fongiques? Oui, juste un mot. Donc, c'est bien le cyproconazole qui va partir, hein. Le diphénoconazole, on va toujours pouvoir l'avoir en betterave. Il est de toute façon majoritaire dans les traitements. Aujourd'hui, on voit qu'il y a le cyproconazole qui est parti, l'époxyconazole, pardon, le propiconazole. Donc, il y a une restriction des matières actives. Il y a d'autres projets qui sont à l'étude à l'ITB, des produits sous numéro qui sont aujourd'hui déposés ou vont être déposés prochainement à l'ANSES avec des résultats encourageants qu'on pourra bénéficier dans 2 à 3 ans. Alors, on a parlé beaucoup de RNSC, hein, qui est le seul qui a eu la dérogation en 2021. Je me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres formes de cette matière active, le cuivre, à utiliser en betterave? Aujourd'hui, le cuivre il n'y a pas de produit homologué cuivre en culture de betterave. On demande chaque année une dérogation sur un numéro d'AMM qui est le produit RNSC. Donc la demande sera reconduite, en principe sera reconduite pour 2022. Et donc on espère pouvoir l'utiliser en 2022. Et puis pour les années suivantes, d'autres produits arriveront sous forme d'homologation, on espère, ce qui rendra les pratiques plus souples que d'avoir une dérogation un petit peu en cas d'urgence sanitaire. Merci Cédric. Une question aussi sur le cuivre, toujours sur les RNSC. Faut-il l'utiliser sur toutes les variétés, qu'elles soient sensibles ou tolérantes à la cercosporiose? Le cuivre reste une mesure dans des conditions de pression cercosporiose difficiles, pas forcément utilisé sur des variétés tolérantes, mais là encore ça dépend de la zone géographique et de la pression cercosporiose de l'année. Ça reste un complément pour améliorer l'efficacité des produits à base de triazole dans des conditions difficiles. Peut-être pour le département de la Somme et de l'Oise, mes collègues peuvent compléter. Oui, tout à fait, hein, sur le cuivre, essentiellement plutôt à privilégier sur les variétés sensibles et en fonction de la pression, sur des arrachages très tardifs, en fonction de sa sensibilité variétale, peut-être utilisé, mais à plutôt prioriser sur variétés sensibles. Cédric, puisque tu es encore avec nous, peut-être une dernière question qui était posée sur les graminées tout à l'heure, c'était le désherbage mécanique et les graminées. Qu'en penses-tu? Le désherbage mécanique sera utile, mais uniquement entre les rangs. Donc, ça reste une solution de recours en cas d'échec, mais qui ne sera pas optimale puisque les graminées resteront dans les rangs des betteraves puisque les moulinets ou les herses ne sont pas efficaces contre les graminées. Donc, il faut privilégier la lutte agronomique, la réduction du stock semencier et puis les traitements au bon moment avec les produits appropriés. Merci. Une question qui vient d'arriver sur le rhizoctone brun. Le rhizoctone brun, c'est bien d'utiliser des variétés tolérantes, hein, c'est la meilleure efficacité pour être gain de réussite par rapport au rhizoctone brun. Les variétés tolérantes au rhizoctone brun progressent également au niveau de rendement. Le seul petit bémol qu'il faut faire attention, c'est ce que nous a dit Johan au démarrage. Faites attention à la montée à graines. Ces variétés-là sont plutôt sensibles, donc à semer plutôt tardivement, je dirais, ou pas dans vos premiers semis, bien entendu. Mais utilisez ces variétés-là, il n'y a aucun problème. Vous ferez du rendement et vous serez très résistant au rhizoctone brun. En mot de conclusion, nous avons la présence avec nous là, de Philippe Delefosse qui nous a laissé un petit message à tous, de nous souhaiter des bons vœux et qui continue à suivre la betterave, même s'il a quitté la région, qui suit ça de très près. Merci Philippe d'être présent avec nous ce matin. Bonne suite dans des régions plus chaudes, plus sud. Donc vous rappelez que ce comité technique sera disponible en replay très prochainement dans la journée, ce soir, sur le site internet ou sur YouTube. Vous pourrez l'utiliser et revoir ça à volonté, il n'y a aucun problème. Et puis quand vous allez sortir de la réunion, vous allez avoir une petite enquête très courte
Merci d'y répondre. Ça nous permet d'avancer, d'évoluer dans nos comités techniques. Et bien sûr, en espérant vous revoir en présentiel dès l'année prochaine pour les prochains comités techniques et pouvoir échanger tous ensemble lors de ces réunions plus longuement. Merci à tous. À bientôt.